Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc désolé, pas d'émission hier parce que franchement ça me grattait sévère la gorge de bon matin et je me suis dit que j'allais pas non plus me faire pénitence. De toute façon, bon, il s'est pas passé grand chose. On va regarder tout ça, on va faire un petit tour d'horizon donc de la journée d'hier. On va la revoir, même si j'aime pas trop regarder ce qui s'est déjà produit. Et surtout, donc, on va revenir sur les scénarios que je vais mettre en place cette semaine, que je vais vous présenter. Il n'y a pas grand chose en termes de nouveautés. Très franchement, en fait, on se fait chier tout autant que pendant le mois d'août. C'est donc un mois de septembre faiblement volatile qui essaie de terminer les tendances précédentes. On attend donc toujours le départ du prochain mouvement swing, qu'il soit en accord avec ce que j'attends ou en contradiction. En fait, on attend juste qu'il se passe quelque chose, puisque pour l'instant, franchement, on n'a pas d'autre mot, on se fait chier. Sauf sur les cryptos, où là, évidemment, on a atteint des choses très intéressantes. Toujours, je vous le rappelle, sur l'UT Daily, pas de confirmation par un double signal acheteur, mais on voit bien la divergence formée entre ces deux creux. Simplement, comme le momentum ici a été très fortement baissier, ça n'a pas détecté une pattern côté momentum. Maintenant, visuellement, il y a certaines patterns que vous devez activer qui ne seront pas prises en compte par l'indicateur. Là, franchement, pour moi, il y en a une, c'est-à-dire une structure assez visiblement divergente. Maintenant, comme le momentum est très bear, il ne passe pas les filtres des algos. Donc c'est pour ça que ça ne déclenche pas de pattern. Maintenant, est-ce que pour autant la pattern n'est pas viable? C'est la grande question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on est dans un schéma divergent, les prix doivent remonter très vite, chercher la résistance qui se trouve entre les deux creux formés par la divergence, c'est-à-dire la zone des $300. Donc déjà, la divergence, elle reste graphiquement discutable, et elle ne sera potentielle que lorsqu'on aura atteint les 300. Une fois qu'on aura atteint la zone des $300, il faudra ensuite valider cette divergence, c'est-à-dire que cette résistance ne fasse plus acte de résistance, mais devienne un support, c'est-à-dire qu'il va falloir démonter la résistance des $300 dans la foulée. Donc le fait qu'on accumule un petit peu avant n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Maintenant, plus on passe de temps, plus c'est inquiétant. On est sur des zones de prix extrêmement attractives, et je vous rappelle que cette zone de prix-là, les $196, c'est pas rien, c'est donc le bottom qu'on avait ici, c'est-à-dire le bottom qui a précédé cette phase-là, qui, et je le rappelle et j'insiste, j'en ai parlé un peu hier déjà dans le Trading Point, mais je vais aller un peu plus loin là-dedans dans cette argumentation. Pour moi, l'Ethereum n'a pas une structure de marché qui craque, tout comme il n'a pas de structure de marché en bulle. Là, il n'y a pas suffisamment d'historique, mais donc on va retourner sur un ETH-USD un petit peu plus historisé. Voilà. Pour moi, ça, c'est une structure de marché en tendance. Voilà. C'est simplement un marché haussier qui passe en correction. 1, 2, 3, 4, 5 vagues de hausse. Elles sont certes assez punchy sur la dernière vague, mais je vous rappelle que toutes les cryptos font des vagues 5 étendues. Il y a une différence entre une vague 5 étendue, ça c'est une vague 5 étendue, et une bulle. Pour moi, l'activité de prix Bitcoin n'est clairement pas la même. Donc, on ne peut pas ranger ces deux actifs dans la même case. Pour ma part, ce n'est pas possible. Donc, j'ai tendance à penser que si on a formé un bottom ici, il va y avoir des choses intéressantes à faire sur l'Ethereum, tout simplement, même parce que c'est un marché qui est pour moi en tendance haussière. Donc normalement, après une phase corrective, ça se reprend beaucoup plus vite qu'un crack. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire la phase traversée du désert, qui est nécessaire par contre sur le Bitcoin, tout simplement parce que les phases bulle puis crack sont des exacerbations de volatilité. C'est-à-dire que pour revenir à la norme ensuite, il y a ce qu'on appelle cette fameuse traversée du désert, qui peut se faire à la suite d'un défonçage complet de stop, c'est-à-dire une chute verticale des prix sur l'actif en question. Donc voilà pourquoi je pense toujours qu'il est possible que Bitcoin parte dans une phase complètement folle à la baisse. Maintenant, il est totalement possible également que ça n'arrive pas. Mais dans ce cas-là, il ne se passera rien, c'est-à-dire traverser du désert. Maintenant, pendant cette traversée du désert, il peut très bien se passer des choses sur d'autres cryptos. Et je maintiens donc le fait que pour moi, l'Ethereum reste le meilleur candidat d'investissement actuellement en termes de ratio risque-rendement. C'est celui qui est le moins cher et qui a pour moi la structure de prix moyen-long terme la plus stable. C'est-à-dire qu'on est venu casser des supports, on est venu déclencher des stops ici. Moi, ce que je vois, c'est qu'on exécute sur cette zone de prix un volume historique. C'est le plus gros volume jamais exécuté sur l'Ethereum. Voilà, je vais dézoomer pour que vous voyez bien le truc. Voilà, c'est le plus gros volume historique qu'on ait jamais exécuté sur l'Ethereum comparé à là. Bon, là, en même temps, on n'est que sur l'Ethereum de Coinbase, je ne sais plus lequel on vient de prendre, ou Bitfinex, je ne sais plus. Mais on a un prix Bitfinex. Donc voilà.
pour moi, ça, c'est une structure corrective qui se termine. 1, 2, 3, 4, 5, parfait, correctrice. 1, 2, 3, 4, 5, une vague correctrice bien terminée, tout en forme, tout en finesse. Non, je déconne, c'est justement tout sauf en finesse. Mais pour moi, ça semble bien une structure de crack terminée. Voilà, deux phases correctrices. Maintenant, j'attends la phase de réactivation haussière. Par contre, et là j'insiste, la différence, c'est que ce marché, d'accord, après une phase corrective, va passer en tendance haussière. C'est-à-dire que là, on va d'abord ranger, c'est-à-dire ranger la vague 5 de cette deuxième vague de baisse, créer des vagues 1, c'est-à-dire casser des résistances et se mettre à les casser d'abord doucement, puis beaucoup plus fort, parce que je vous rappelle que quand on a une structure de vague 5 étendue, généralement on la garde. C'est-à-dire qu'il faudra vous attendre à ce que très probablement ce soit le même schéma qui se mette en place lors du prochain cycle, c'est-à-dire d'abord une vague 1, d'accord ? Ce sera assez long, hein. Voilà, c'est-à-dire vous prenez la durée que ça a mis. Alors normalement les cycles se raccourcissent dans le temps. Là le précédent cycle, on va dire qu'il a commencé 2016, terminé 2018. Il a pris 2 ans, je m'attends à ce que ça prenne un an et demi sur le prochain cycle à partir du bottom. Donc il faut déjà que le bottom soit formé septembre 2018. Ça veut dire que les targets ne seront pas atteintes avant probablement septembre, voire novembre 2019. Donc vos cycles-là, il va falloir les prendre, il va falloir les tirer. Ça prendra beaucoup plus de temps probablement. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est en tout cas les prix quitter très rapidement la zone des $300 pour que tout simplement on voit bien que cette zone est une zone qui intéresse les acheteurs à long terme. On n'y passe pas 107 ans et ça repasse à la hausse. Voilà ce que j'attends de voir. Donc en daily maintenant, d'un point de vue purement graphique, la séance d'hier n'est franchement pas des plus joviales pour l'actif, puisque théoriquement là on se retrouve avec un momentum toujours sous sa trendline baissière qui aurait terminé un cycle haussier qui fait un avalement baissier hier, après avec un oscillateur donc prêt à croiser, un momentum qui pourrait repartir baissier. Là franchement ce serait le pire des cas, hein. Voilà, je préfère y aller pas par 50 chemins, ce serait le pire des scénarios tout simplement pour les acheteurs, puisque ça signifierait le fait qu'ici il n'y a pas du tout de divergence, que les prix veulent aller beaucoup plus bas, et très franchement après un double signal acheteur, j'ai plutôt tendance à dire que normalement, ici, on est supposé trouver les acheteurs. Si on ne les trouve pas, je ne sais pas vraiment ce qu'on pourra aller chercher. Il y a plein d'autres niveaux à venir prendre, hein, il n'y a pas de souci. Par exemple, on peut essayer d'aller faire une cassure sous ce niveau-là. Ce n'est pas improbable non plus, vous pouvez le noter. C'est-à-dire que le prochain niveau technique à venir démonter, ce serait théoriquement ça. Aller chercher du $136. Là, ça veut dire passer dessous, hein. C'est-à-dire que si on rebaisse, c'est la même chose. On va chercher 136, on déclenche les stops dessous et ensuite, on essaie de voir si les acheteurs se positionnent. Pour ceux qui sont en buy and hold, bon, de toute façon, effectivement, mis à part attendre, maintenant, il n'y a rien à faire. Vous regardez les prix, tant pis, vous n'aurez pas acheté le point bas, mais on s'en fout. Comme je vous rappelle, si l'objectif, c'est d'aller là-haut à 1400, 1500, 1600, putain, quand on y arrivera, que vous ayez acheté à 310 ou à 180, vous en avez rien à foutre. Voilà, vous auriez juste pu en acheter un peu plus. C'est comme ça, c'est pas très grave. C'est vrai que ça fait une grosse différence sur le rendement final, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand vous regarderez l'étendue globale du scénario, vous vous direz, bon, j'ai peut-être pas chopé le point bas, mais j'ai bien fait mon job. Encore une fois, un trading, c'est surtout une stratégie, et ce qui rémunère, c'est l'application bête et méchante de cette stratégie, puis sa réussite. Si vous réussissez ces 3 étapes, normalement, c'est un gain qui arrive derrière, et un gain, j'espère, beaucoup plus conséquent que le risque que vous aurez pris pour l'espérer. Voilà, pour la partie Bitcoin, franchement, bon voilà, c'est un peu la même chose, ça rebaisse. Maintenant, est-ce que c'est cataclysmique? Je veux dire, des séances comme ça, on en a fait plein quand on était là, ça n'a pas empêché le marché de se reprendre derrière. Maintenant, BTC, moi je ne vais pas être malhonnête, je n'ai aucune confiance dans ce marché en l'état actuel des choses. Pardon, je disais aucune confiance, que ce soit d'un point de vue graphique ou d'un point de vue technique. Je ne vois aucune structure que je trade habituellement dans les marchés, c'est-à-dire très peu de patterns détectés par les indicateurs, des prix qui se contractent, un volume qui se contracte également. C'est pas bon signe. Là, ça veut dire, regardez, en fait, ça fait depuis ce dernier pic, c'est-à-dire depuis le 22 août, donc aujourd'hui pratiquement maintenant un mois entier, où effectivement les volumes se sont installés, hormis les 2 séances ici, toujours sous la moyenne 20 jours. C'est-à-dire qu'on est vraiment en contraction de volume, on passe notre temps sous la moyenne 20 jours. C'est pas vraiment bon signe. Alors soit effectivement ça annonce un vrai retour de volatilité, mais alors bien plus brutal que ça, hein, c'est-à-dire la chute de 7000 à 6000, on va dire un millier de dollars qui se sont envolés, c'est la dernière fois qu'on a trouvé du volume, soit on va trouver beaucoup plus de volume, tout simplement on fait bouger
On fait bouger les prix pour que les lumières du casino s'affichent s'affichent de façon bien visible pour que les gens viennent jouer. Ou alors, tout simplement, on reste ici, le casino éteint, on échange peu de valeur, mais on est dans ce cas-là, dans cette phase traversée du désert, ce que je vous ai dit, une longue agonie, très lente, très affreuse à trader pour tous ceux qui ont été habitués et qui ne connaissent que ces phases-là, tout simplement parce que ça, c'est un marché normal. Eh oui, ça, c'est pas un état de marché normal, ça oui. Donc en fait, vous êtes en train de vivre ce que vous devez apprendre à maîtriser, c'est-à-dire un range, c'est ennuyant, c'est chiant. D'un coup, la volatilité revient, mais pour autant, il ne faut pas s'exciter et penser qu'on est reparti tout de suite pour aller à 3000 $. Moi, franchement, je pense sans problème que Bitcoin peut rester ici. C'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant, mais ça se traduira de deux façons différentes. Soit on aura cette traversée du désert, il se passe que dalle, le volume se comprime, les prix également, et puis ça bouge plus. Et dans ce cas-là, c'est pas mal, ça veut juste dire que le timing de long terme est trouvé, qu'on a trouvé un prix d'équilibre, et qu'à terme, petit à petit, les acheteurs de long terme deviendront de plus en plus prépondérants dans les échanges, et tout simplement, ils prendront l'avantage, donc les prix devraient à terme retrouver une tendance haussière. Mais à terme, et ça peut prendre du temps, et si vous avez été habitué à la volatilité, au trading intraday, que vous n'arrivez pas à décoller de vos graphiques tous les jours, vous êtes dans la merde, tout simplement parce qu'il va falloir apprendre à le faire. Si vous avez fait un buy and hold, il va falloir avoir la psychologie qui va avec, je vous avais averti dès le début, cette psychologie ne peut être appliquée que dans le cadre d'un trading où vous êtes prêt à tout perdre, c'est-à-dire pas de levier, et surtout il va falloir apprendre à maîtriser votre psychologie. La traversée du désert, je vous l'ai quand même prévenu depuis des mois, c'est une psychologie à laquelle vous devriez être habitué et vous devez l'accepter. Si vous n'êtes pas capable de supporter ça, c'est-à-dire un peu d'indécision, moi je sais ce que vous ressentez dans ces phases-là, c'est ce qu'il ne faut pas ressentir. L'indécision, le stress qui va avec cette indécision, la peur de vous dire j'ai peut-être pas fait le bon choix, est-ce qu'il est peut-être pas temps de rechoper mes billes alors qu'on est sur mes prix d'entrée, parce que si on va à 3000 $, je préfère racheter à 3000 $. On s'en fout. Si vous avez fait un buy and hold sur Bitcoin, que ce soit 6000 ou 3000 $, si ça marche, vous allez faire un gain. C'est tout ce qui compte. Alors évidemment, si vous les achetez à 3000, ce sera plus intéressant. C'est pour ça que moi, je garde du cash pour acheter à 3000, que je n'achète pas ici, tant qu'on ne sort pas de la traversée du désert. Là, en fait, l'agressivité liée à la spéculation, elle n'est pas nécessaire dans cette phase-là. Soit vous attendez que la spéculation prenne vraiment le dessus sur ce marché, phase grosse phase baissière et volatile, soit tout simplement la spéculation est achetée par les volumes de long terme, et dans ce cas-là, attendez que tout ce volume spéculatif soit absorbé. Quand ce volume spéculatif sera intégralement absorbé et que les acheteurs de long terme auront suffisamment acheté, tout simplement, ils vont faire exploser les prix à la hausse. Ils vont faire un short squeeze. Pour l'instant, ils ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils veulent du volume vendeur. Les gens vendent leur Bitcoin sur un support. Probablement, la smart money est en train de les acheter. C'est ça, en tout cas, la phase qui correspond normalement à la psychologie de la traversée du désert. De faibles volumes disponibles, mais comme les gens paniquent parce que ça bouge plus et que ça les stresse, habitués à un marché qui devait bouger tout le temps, ça ne bouge plus et c'est pas normal. Donc comme c'est pas normal, vous voyez ce que je veux dire, les réflexions stupides des traders particuliers qui ont acheté les bitcoins probablement à des prix exorbitants et qui maintenant que ça bouge plus se disent finalement ça marchera jamais, allez hop je les revends et bam je te revends un bitcoin acheté 16 000 $ et je te le revends 6 000. Parfait, évidemment c'est une aubaine pour tous ceux qui veulent les acheter. Voilà, allez, donc ça c'était pour le monde crypto, donc encore une fois, beaucoup de patience, il ne faut pas s'inquiéter sur les niveaux. Je vous rappelle que sur l'Ethereum, ce range avait été identifié dès la semaine dernière, j'aurais aimé qu'on n'y aille pas, mais on y va quand même, on est dans le bas de range, c'est pas parce qu'on clôture en bas hier que c'est mort. Maintenant par contre, pour un signal acheteur, il faut redéborder la séance d'hier, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher le plus haut d'hier, les 225 $. Pour moi, un marché qui vient à 225 $, c'est un nouvel achat sur l'Ethereum, achat spéculatif, c'est-à-dire que je fais buy and hold, ça c'est fait. Comme je dis, 7 500 € sur ce truc-là pour l'instant. Peut-être je monterai à 10 000, je ne sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien. Et par contre, je vais reprendre la spéculation sur l'Ethereum, tout simplement parce que pour moi, ce n'est pas une structure de marché en crack sur l'Ethereum, mais bien une consolidation. Ce qui veut dire que là, dès qu'on se remettra à franchir des résistances, on va installer un range qui pour moi s'étale entre 500 $ et 300. C'est-à-dire pour moi la zone de range elle est là sur l'Ethereum et ici on est dans la phase basse, c'est-à-dire ici on n'y reviendra jamais, donc c'est ici que si je veux spéculer ça m'intéresse potentiellement. Donc ici je reprendrai une petite position spéculative, c'est-à-dire en CFD, voilà, elle je vais faire mumuse avec, je vais faire du cash, je vais essayer de tirer 2-3 000 € de gain là-dessus et puis ça me redonnera du cash pour racheter peut-être éventuellement des bitcoins plus tard dans sa traversée du désert ou des trucs comme ça. Voilà.
C'est donc ma stratégie, je vous la partage, mais pour l'instant, pas du tout d'application possible. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'attends, c'est ça peut prendre le temps que ça prend, je m'en bats les couilles. Tout ce qui m'importe, c'est que dimanche, on soit remonté au-dessus de la résistance ici et qu'on ait fait ce que je vous ai dit dès la semaine dernière, c'est-à-dire un avalement haussier hebdomadaire. La semaine dernière, d'accord, sur l'Ethereum, qui a donc le volume le plus haut historique en hebdomadaire, est une mèche basse. Après, une grosse bougie baissière, c'est-à-dire que la bougie baissière fait augmenter le volume, mais la bougie doji en a encore plus. Ça veut dire quoi, ça, normalement? Qu'il y a des acheteurs à long terme, que le volume vendeur sous le support, il est acheté, tout simplement. Donc, on va voir si j'ai bien raison, maintenant, en attendant. Revenir tester les 200, c'est bien, il ne faut pas y rester 3 plombes, et surtout, il faut faire cet avalement aussi hebdomadaire. Dès que ça, c'est fait, c'est-à-dire dès qu'on revient chercher le plus haut de la semaine passée, et qu'on arrive à tenir, par exemple, une clôture daily, mais je pense que c'est très probable, ici, ce sera la Morning Star très probable. Hop, on vient, on casse en structure divergente, on vient là, on trouve les acheteurs, et bam, on revient à 300, et derrière, j'espère, la semaine suivante, la validation de la divergence, la validation de la Morning Star, et tout simplement la prise en main des acheteurs dans ce marché, tout comme il l'avait fait à l'époque ici, et je pense qu'on enchaînera derrière vers 3-4 semaines de hausse. Typiquement la même chose ici, assez puissante, pour nous ramener vers la zone des 440, puis à terme chercher une petite résistance là-dedans, faire un pullback, construire notre vague 1. D'accord ? Ici, on a donc l'équivalent d'une vague de baisse. Attendez-vous à ce que normalement une vague de hausse prenne à peu près la même amplitude que ça. D'accord ? C'est-à-dire, vous voyez, ça dure, on va dire, un cycle pour l'instant. Pardon pour ça. Un cycle sur les terres, pour l'instant, dure à peu près 18 semaines, on va dire, entre 15, on va dire une quinzaine de semaines. Donc, si on prend cet objectif-là, on se dit bottom ici, on avance de 15 semaines, bon, ça nous ramène à peu près par là, on va le faire. Voilà. En termes de rythme, mais je pense que la phase initiale sera très brutale. C'est-à-dire là, bam, on monte un bon coup, on passe 1-2 semaines à plat, on valide la divergence, ensuite on passe quelques semaines à trouver la résistance à nouveau ici. Mais on fait notre vague 1, elle peut aller plus haut, on peut aller un peu plus haut, chercher $600, ce ne sera pas surprenant. Derrière, il y aura probablement un pullback pour venir rechercher de nouveau, je pense, cette zone des $250. Et effectivement, derrière, je dis le schéma, très probablement, comme ça. C'est ce que j'attends pour moi, en tout cas, sur cette devise, donc un marché d'abord assez lent, puis qui accélère petit à petit. Vous voyez, et donc une vague 5, normalement, assez rapide et puissante à venir derrière. Puisqu'ici, c'est là où, évidemment, tout le monde, normalement, si on est dans un marché haussier, se dira « chouette, ça y est, ça monte ». Et évidemment, c'est là où il faudra, à terme, rechercher les ventes, et c'est-à-dire revendre ce que vous aurez acheté pas cher. Et ça veut dire quoi ? En fait, faire ce que vous auriez dû faire sur les bitcoins à l'époque, au lieu de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous faire péter la tronche par ceux qui tradaient intelligemment. Donc cette fois, j'espère que vous serez passé de l'autre côté de la barrière, de ceux qui profitent des mouvements de marché et de la bêtise des autres, plutôt que de vous faire prendre au piège. Allez, on bouge sur les marchés classiques. On va faire un coup d'œil calendrier économique. L'inflation en zone euro toujours à 2%. Les minutes AUD cette nuit, ça va être intéressant. Draghi qui parle demain, on s'en fout. Alors non, on s'en fout pas. Non, Draghi, ça peut être intéressant, effectivement. J'essaie de regarder surtout les statistiques américaines, il n'y a pas grand chose. Alors oui, alors ça c'est superbe. Mercredi donc la BOJ, on va se faire un positionnement spéculatif sur le yen. Je vais voir si je remets le volume qui a été sorti ces derniers jours par risque de hausse de l'euro yen. Je reste bien sûr investi sur le yen via le dollar yen, NZD yen, euro yen. Mais euro yen, il y a eu des allègements nécessaires la semaine dernière à cause de l'euro. Maintenant, on voit que ça retombe assez fortement, on voit que ça a du mal à passer. Donc, on va traiter l'euro yen ce matin. Bon, il n'y a pas beaucoup de catalyseurs. Donc, on va dire l'AUD-NZD intéressant cette semaine. Là, clairement, pour moi, ça, les minutes de l'AUD, ça va être intéressant. Et le PIB trimestriel du NZD jeudi. C'est-à-dire qu'entre entre cette nuit et jeudi, il va y avoir du mouvement sur la UDNZD et j'espère que ce mouvement se fera enfin à la hausse pour déclencher le gros swing acheteur que j'espère. C'est-à-dire, il faudrait, si possible, un PIB trimestriel qui déçoive un petit peu sur le PIB NZD et si possible, des minutes en renfort sur la UD. Ce serait vraiment cool d'avoir une politique monétaire un peu plus au quiche côté australien.
On va aller voir ça, je pense. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'on fait les indices ou est-ce qu'on fait le forex? Alors non, on va faire les taux en premier. Voilà. Donc les taux se réorientent gentiment, timidement à la hausse, mais attention, on est toujours sous une résistance, qui fait que moi, je vous le garantis, je vous l'avais dit, tant qu'on ne tient pas une clôture au-dessus des 3,01, 3,02, enfin tout simplement là, il n'y a pas de signal d'achat réellement validé pour aller chercher ce qui sera normalement la dernière vague. Par contre, attention, on est en hebdomadaire, donc je vous rappelle qu'en hebdomadaire, il faut de la patience, voilà. Mais déjà en daily, il faudra tenir une clôture au-dessus de ça. Pour l'instant, ce n'est pas fait, ça ne tient pas, et on casse le plus bas du chandelier précédent, qui est un chandelier de rejet baissier. Maintenant, la structure, elle est que ici, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de signaux, c'est une résistance faible, donc il y a la possibilité de réaliser un breakout. On va voir si ça break. Si les taux break, c'est que les indices repartent à la hausse. Normalement, c'est ça. Si les taux ne breakent pas, c'est que les indices repartent à la baisse. Donc ça laisse toujours le même système, deux options. Le réservoir de liquidité, c'est soit les taux, soit les actions, puisque le gold est maintenu dans un range. Donc il faut attendre. Le yen, même chose. Donc le yen maintenu sous pression, le gold maintenu sous pression baissière. Ça achète, mais pour les deux, pour moi, yen et gold, c'est le même combat. Ils sont tous les deux en recherche acheteuse parce qu'on est sur des prix très intéressants et que ça sert de stratégie de couverture. Mais les marchés continuent de prendre du risque, c'est-à-dire de maintenir les prix élevés sur les actions. Et tout simplement, du coup, la contrepartie, c'est les taux. Donc on est toujours sur ce même quatuor. Comment l'argent se répartit dans les quatre? On voit qu'il y a des positionnements de plus en plus spéculatifs sur gold et yen et les actifs refuges de premier rang, c'est-à-dire qu'on se couvre, mais on ne se couvre pas nécessairement sur la volatilité, enfin sur les options, on ne se couvre pas nécessairement sur les taux. Par contre, ce qu'on fait, c'est que effectivement, on va acheter des couvertures, ce qu'on appelle rapides, c'est-à-dire des couvertures de très court terme. On achète un petit peu de yen, on achète un petit peu de gold, et on essaie de jouer éventuellement, si le gold franchit une résistance, puisque théoriquement ça fera baisser les actions, ça attirera les capitaux. Donc on va voir un peu ce schéma-là. Pour moi, ça reste compliqué à anticiper, tout simplement parce que tant qu'on ne franchit pas cette zone des 3%, les actions ne peuvent pas monter. Même chose, le problème c'est que derrière il va falloir maintenir le gold dans son range, parce que si le gold se met à casser des résistances, ça attirera les capitaux, ça fait probablement que les marchés actions vont perdre un petit peu de liquidité au profit donc des actifs refuges type yen et gold, ce que j'espère voir, ce en quoi mon portefeuille est orienté déjà depuis plusieurs semaines, mais qui met un temps fou à arriver. Ça ne veut pas dire que la stratégie est invalidée, ça veut juste dire que le timing n'est pas le bon pour l'instant. Le marché ne veut pas ni franchir les supports, ni franchir les résistances, que ce soit gold ou yen. Donc on attend. Voilà. Le gold, on va le mettre ici. D'ailleurs, en fait, je suis en train de réfléchir. On va se mettre tout simplement... on va se charger notre bon vieux quartet. Voilà. En fait, ici, au moins, on voit tout. Donc c'est quand même vachement mieux. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de regarder tout ce qui se passe ici pour toujours bien comprendre le principe de fonctionnement de la liquidité dans ces marchés qui sont, franchement, n'ayons pas peur des mots, chiants, piégeux et extrêmement complexes. Donc ici, je vous avais mis le taux repo, malheureusement, il cote plus depuis le 31 août, c'est-à-dire que ce contrat n'existe plus. Donc ici, c'est pas grave, on va utiliser l'US 10-year, ça reste un contrat de taux. Bon, moi, je vous ai dit, je préfère les contrats de taux à court terme parce que plus réactifs, mais on peut prendre ici, alors on peut prendre un 2 ans si vous voulez, voilà. Je sais plus, c'est 0,2, je crois que c'est ça, voilà. Donc les taux de court terme, eux, sont bien orientés, mais attention, voilà, il faut bien faire attention. Ici, on est sur une phase consolidante qui pourrait précéder une nouvelle accélération, ou surtout, en tout cas, ici, une grosse consolidation pour revenir chercher ces niveaux de prix, ces différents précédents signaux bullish, c'est-à-dire revenir chercher des niveaux début 2018. Février 2018, venir chercher les niveaux qui avaient catalysé la crispation de ce début d'année. Donc théoriquement, c'est bien ce que je vous anticipais également à ce niveau-là. On peut très bien, sans problème, retrouver une panique boursière comme au début de l'année. C'est ce que moi je considère comme étant toujours le plus viable, c'est-à-dire un sursaut de volatilité non attendu, inattendu complètement, c'est-à-dire un catalyseur externe qui vient foutre la merde. Je ne sais pas quoi, encore une fois, mais j'ai le pressentiment que c'est ce que le marché nous prépare. Maintenant, j'attends désespérément que ce catalyseur arrive pour pouvoir valider les scénarios et passer en levier. Pour l'instant, ces scénarios restent donc purement spéculatifs, puisque je ne vois rien qui confirme ça sur les prix. Et dans ce cas-là,
même si les signaux sont là, les prix font ce qu'ils veulent et ils annulent les signaux pour l'instant. Donc le marché continue dans son inertie, dans son schéma zombie. On avance, comme je vous dis, on ne sait pas trop comment, et on sait qu'au bout d'un moment, on risque de se prendre une balle dans la tête qui viendra d'on ne sait où. Mais pour l'instant, on ne veut pas chercher à savoir. On avance désespérément en recherche de nourriture et de choses donc à faire. On attend de trouver un signal. Côté gold, ça bouge plus. Hein, voilà, vous voyez, donc côté gold, c'est mort. Côté junk bond, ça parvient pas à franchir les résistances, même si la résistance peut même aller tirer jusqu'un peu plus haut. Mais vous voyez que ça échoue une nouvelle fois côté junk bond. On se réoriente une nouvelle fois à la baisse. Attention, un marché comme ça qui se redirige là, c'est immédiatement la liquidité qui s'effondre. C'est-à-dire que très rapidement, vous avez un marché qui ici se casse la gueule, d'accord, et revient à terme chercher ces objectifs-là. Donc encore une fois, s'il y a recherche de contrats obligataires, c'est tout simplement qu'il y a panique et que la liquidité qui vient des actions s'en va dans les contrats d'auto. C'est totalement envisageable, c'est d'ailleurs ce que je pense. Dans ce cas-là, le pognon qui était dans les actions partira très probablement dans le gold, qui reviendra lui aussi, je pense, chercher les niveaux de février assez rapidement. D'accord. Ça vous paraît cataclysmique, un mouvement comme ça? C'est ce qui s'est produit là, et ça a surpris personne. Et je pense qu'on pourra faire plus, étant donné la phase de baisse qui a précédé. J'ai aucune raison de penser qu'on s'arrêtera à 1320 $. J'ai toutes les raisons de penser qu'on ira même au-delà de ça, puisque cette fois, tout simplement, la peur sera bien plus grande, tout simplement parce qu'à moyen terme, si on revient chercher des niveaux moyen terme, c'est pas bon. Ça veut dire que les tendances sont terminées. Quand on revient chercher des supports, c'est qu'on n'a plus le jus pour monter. Généralement, ça montre qu'on n'est pas loin de faire des structures de range qui précéderont des retournements de moyen long terme, c'est-à-dire des putains de récessions. Donc, si le marché fait ce pullback, il signe son arrêt de mort à horizon quelques mois. Derrière, on va au mieux ranger, aller un petit peu plus haut sur les actions avant de se casser la gueule, avant de corriger, mais encore une fois, il n'y a rien de bien méchant là-dedans, c'est tout simplement la logique de pricing normale d'un marché. De toute façon, vous voyez bien qu'au niveau de la couverture, ça se voit également. Les niveaux des options, on est sur des sommets historiques sur les actions, on n'est pas du tout sur un sommet, sur un plus bas historique sur le VIX, très loin des niveaux qu'on cotait même à l'histoire, là, sous les 9, sur le VIX. Donc, quoi qu'il arrive, on est bien en phase de préparation d'un cycle récessif, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Ça se voit sur l'ensemble des actifs qui gèrent le risque. On perçoit bien ce risque. Maintenant, les prix ne le montrent pas encore. Soit les facteurs de risque sont précurseurs du prix, soit tout simplement, on a exacerbé les risques. Dans ce cas-là, le marché va les écarter d'un coup, d'un seul, et reprendre une tendance haussière très forte, très ferme. La raison pour laquelle il est impossible toujours de se mettre en levier, tout simplement parce que si le marché décide que ces phases de peur ne sont pas légitimes, il va tout simplement vous éclater le marché à la hausse et ajouter très probablement 25-30% l'année prochaine sans la moindre surprise et pour continuer les années suivantes. C'est pas à proscrire, donc il faut que ce risque soit pris en compte dans votre gestion du risque, tout simplement. Ce qui fait que si aujourd'hui vous tenez vos ventes, vous êtes complètement con. Si vous mettez du levier, vous êtes encore plus fou. Si vous spéculez comme moi, vous ne faites que chercher à anticiper une réaction assez probable de marché dans un contexte qui serait favorable à cette chose-là également. Maintenant, si ça ne se produit pas, il ne faut pas pleurer. Voilà, allez, les actions. Donc, Shanghai Composite. Alors, pardon, ça on s'en fout. Il faut que je revienne. Non, il faut revenir, mon petit gars. Voilà. On y revient. Shanghai Composite. Oui, voilà. Donc, Shanghai Composite. Où es-tu, mon petit? Voilà. Gros signal d'achat validé. Je vous ai dit, j'attends un avalement haussier hebdomadaire sur le Shanghai Composite. C'est donc chose faite. J'achète Shanghai. Maintenant, il va y avoir un stop. Je vais le placer assez loin. C'est-à-dire que là, je vais quand même y aller tout doux pour l'instant à Shanghai. Je prends en fait tout simplement la dernière phase de baisse. Je la double et je place mon stop dessous. Donc je mets un stop ici pour Shanghai. Donc ça fait bas, hein, je préfère vous le dire direct. Ça fait un bon 6-7%. Donc pour l'instant, moi je mets un levier 0,5, un truc comme ça. Enfin, ça fait moins de 0,5. Je risque 3% sur ce scénario, mais avec un stop assez large. Et normalement, j'espère que le marché ne devrait pas me le prendre. J'ai donc le signal acheteur que je recherchais à Shanghai. Donc si les actions doivent monter, je m'en fous, mais la seule que je veux acheter, moi, c'est Shanghai. J'attendais par contre un vrai beau signal de prix. La séance de cette nuit me paraît absolument magnifique. Elle ouvre en bas sur un plus bas de plusieurs années, probablement. Sur un plus bas annuel. Et ça termine en haut, tout en haut. Ça clôture tout en haut. On va regarder l'action de prix.
Voilà, donc séance purement haussière, hein. Là on va pas chercher à se tordre du cul. Ça ouvre là, voilà, ça ouvre, ça monte, ça casse une résistance, pullback, que des acheteurs, et on clôture tout en haut, enfilade intégrale sur le Shanghai Composite. Donc beau signal d'achat, c'est pris, c'est acheté, c'est en portefeuille. C'est parfait. JPN, bah du coup malheureusement ça déclenche les stops. Moi je sors, hein. Là, il n'y a pas de raison de se compliquer la life. Voilà, pour moi, ici, la belle sortie, elle est actée. Je suis donc sorti sur le JPN. Invalidation donc des scénarios. Les actions semblent donner un signal d'achat. Je préfère acheter celles qui ont été survendues, qui donc pour moi donnent un potentiel d'achat très intéressant sur le swing, en cas de swing acheteur. Maintenant, pour l'instant, je reste toujours en attente d'un signal de vente à Wall Street, tout simplement parce que ce qu'on a fait ce matin, c'est un signal plutôt acheteur, c'est-à-dire que Wall Street a enfilé en poursuite de la séance d'hier, ne parvient pas à enfoncer les supports, les vendeurs sortent et les prix remontent très vite, ça sent le buy de dip. Par contre, ça manque clairement de volume dans ce dip, donc on va voir si la structure reste valide. En tout cas, en l'état, tant qu'on ne revient pas chercher les prix des plus bas de ce matin, il n'y a pas de raison d'imaginer autre chose qu'une hausse indicielle. Donc, des hausses de taux, et donc c'est plutôt les contrats de taux sur lesquels, je vous le rappelle encore une fois, je suis leveragé, qui me semble être le vecteur pour l'instant favorisé par les marchés. C'est-à-dire, on achète, mais on fait quoi? Eh ben, en attendant, on se déleste de tous les contrats de taux, là où le marché perçoit que la rentabilité doit se faire pour l'instant sur les actions, et que le risque qui y est associé est assez faible. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince, parce que normalement je pense que la volate devrait casser un bottom. Celui-là, pas celui-là, hein, mais normalement on doit trouver donc un support intermédiaire entre ce support-là et celui-là, et donc on avait ici notre beau candidat, ce gap magnifique qui me semblait totalement légitime comme candidat. Donc j'ai envie de dire, normalement, les 11.3 me semble être un candidat qui est assez intéressant. Si je regarde le VIX CBOE, d'accord, le vrai VIX, s'il veut bien charger. Voilà, c'est vrai qu'il me le propose qu'en daily. Voilà. Si on regarde le vrai VIX, même chose ici, je m'attends toujours à ce qu'on reste en compression sur les timings, c'est-à-dire hop, hop, voilà. Je m'attends toujours à ce qu'on n'arrive pas à casser ça, mais qu'on fasse une nouvelle phase de baisse, c'est-à-dire que là, j'attends normalement, voilà, ça. Ça vient ici, on ne fait pas de nouveau plus bas, hein, on vient juste chercher cette zone de gap, et ici, donc un fort support à revenir tester, support chartiste, hein, ici sur la zone de la bougie, c'est-à-dire que cette zone-là, entre le cours d'ouverture et le cours de clôture, normalement, il y a un fort support, enfin, et le plus haut, il y a un fort support puisqu'on a ici gapé le VIX à la hausse. Je m'attends donc à ce que normalement, on ait une nouvelle phase de tassement de la volatilité avant de retrouver un nouveau semblant de schéma haussier, c'est-à-dire que normalement la prochaine fois le plus bas ne sera pas plus bas, et par contre derrière on se lancera, je pense, dans les phases un petit peu plus pernicieuses. Ça donne toujours pour moi un timing qui pourrait poursuivre à la hausse jusqu'à octobre, mi-octobre, et théoriquement, en fait, à moins qu'il y ait un catalyseur externe qui vienne foutre la merde, et je vous ai dit, il faut faire attention, le zombie avance, mais on sait qu'il y a beaucoup de chasseurs à proximité, et qu'il va se prendre un headshot au bout d'un moment, enfin que le risque de se prendre une balle est non négligeable, donc il faut faire attention. Je ne peux pas, je ne suis pas magicien, anticiper ces catalyseurs. Tout ce que je sais, c'est que je recherche des actions de prix particulières, typiques de ça. Si jamais je vois un catalyseur sur Apple, ça arrive, hein, la Chine commence à sous-entendre qu'ils vont commencer à répliquer plus fermement à la politique américaine, c'est pas bon signe, et vous savez très bien où ils vont s'attaquer. Donc si ça attaque les techs US, c'est mort, hein, voilà, c'est toute la croissance américaine qui va s'effondrer, et tous les rêves de Wall Street qui vont retomber aussi secs. Donc pour l'instant ça va, ce sont que des mots et des bruits de couloir en Chine. Maintenant, si les Chinois attaquent, je vous l'ai dit, c'est eux qui l'emporteront, c'est clairement eux qui ont de toute façon les arguments pour gagner. Donc normalement, si bataille ouverte il y a réellement, c'est les États-Unis qui vont perdre cette fois. De toute façon, c'est pour ça que je vous ai dit que quitte à acheter quelque chose, je préfère acheter du Shanghai Composite que des indices américains qui pour moi n'ont un potentiel de croissance que limité. Alors qu'au contraire, on a beaucoup de choses à retracer en Chine si on devait aller vers un schéma de hausse indicielle. Donc toujours patience, mais je pense que le VIX attend toujours une nouvelle phase consolidante. Et Forex, allez, l'eurodoll, donc ça parvient pas à franchir les résistances, mais on y revient une troisième fois.
Donc au bout d'un moment, en général, j'ai tendance à dire qu'après 3 contacts, si on revient, ça finit par passer. Donc l'euro-dollar, pourquoi pas? C'est donc en fait ce qui m'inquiète dans ce euro-yen, parce que si effectivement on a une consolidation plus profonde, si le yen se maintient toujours sous pression baissière, du fait que Wall Street continue de casser des résistances et non des supports. Donc pas de panique, pas de recherche d'actifs refuges. Mais attention, je vous rappelle qu'on a la BOJ. Donc il va falloir faire attention à la BOJ. J'espère que la BOJ ne va surtout pas faire une détente sur le yen. Parce que là, je vais me foutre dans la merde si c'est comme ça. Si le yen devait repartir à la baisse et casser des supports, je suis mal barré sur les scénarios yen. Puisque j'y suis pour l'instant assez considérablement exposé. Enfin, voilà. Le problème, c'est l'euro-yen. Le problème, c'est comme j'avais mis du levier sur l'euro-yen, si je dois me faire démonter, ça va me coûter un peu cher. Sur le NZD-yen et sur le dollar-yen, je suis pour l'instant pas encore en levier. J'attends les confirmations. Mais donc, l'euro-yen, pour moi, c'est le problème. Ici, c'est savoir ce qui se passe. Vous voyez, à chaque fois que l'euro-yen il vient comme ça et qu'il nous fait du sideways, là, ça bouge dans les deux sens, c'est typique de ce qu'on avait là. Normalement, derrière, quand on prend une tendance et quand on la lance, ça fait mal. Donc, le truc, c'est... Et je me pose la question, est-ce que réellement je vais devoir invalider ici ou est-ce qu'on risque pas d'avoir un petit piège BOJ pour derrière aller beaucoup plus bas et se recasser la gueule allègrement? Parce qu'on peut très bien avoir A, B, C, A, B, C, mais tout avec des structures ABC ici. C'est-à-dire ça fait ABC pour la sous-vague, ABC, ABC, mais on n'en fait qu'un gros ABC. C'est pas impossible, mais dans ce cas-là, la point C doit aller au-dessus de ce point-là, ou en tout cas à proximité 2, ce qui veut dire qu'on pourrait théoriquement casser cette résistance sans pour autant que je doive déclencher une invalidation. Donc, la grande question, c'est ça. Est-ce que je prends ce risque ou non? Je vous ai déjà expliqué que sur l'euro-yen, si je prenais de tels risques, c'est-à-dire de rester avec un levier qui, pour l'instant, par rapport à la perception que j'ai du risque, est un petit peu inadapté, un peu trop forte, pourquoi je me permets de garder ce marché-là en portefeuille? Tout simplement parce que je garde une conviction très ferme, personnelle sur l'euro-yen, et que, en plus de ça, je ne fais que réinvestir des gains précédents. Sinon, je ne me permettrai pas de prendre ces risques-là si ça devait être une perte sèche sur le capital. Donc là, si je me prends une perte, je vais rendre des gains. Donc ce sera une perte, certes, mais ça va être une perte à cause du fait que je vais rendre des gains précédemment réalisés. Donc c'est moins grave dans ma tête. Maintenant, qu'on soit d'accord, ça revient au même, ça restera une perte assez conséquente en cas d'échec de ce scénario. Donc pour l'instant, je reste là-dedans. Je pense quand même qu'il y aura une petite invalidation si on vient là, c'est-à-dire qu'en fonction de l'action de prix, si ici c'est que breakout haussier, aucun signal de faiblesse et quoi que ce soit, je vais tout simplement alléger une nouvelle fois ses positions, rester vendeur, mais alléger une nouvelle fois ses positions pour attendre de nouveaux signaux de vente, soit ici avec un tout petit piège, c'est-à-dire que si là ça se dégrade et que ça commence à se réorienter à la baisse, je remettrai le volume vendeur, mais je préfère ici ne pas prendre le risque, tout simplement parce qu'on a une zone de vente à 134 ici qui peut sans problème être retestée, 134, 135 là. Si on s'amène vers là, effectivement je vais avoir du cash, et c'est surtout que si la zone de vente n'est pas ici et qu'elle se trouve là, et en fait je préfère sortir mon levier là, le remettre x2 là, et récupérer une tendance beaucoup plus forte derrière. Quoi qu'il en soit, pour moi, on va chercher ces zones de prix, 121, 120 sur l'euro-yen. C'est la question, c'est comment. Et je pense que dans tous les cas, dans cette phase de baisse, d'autres actifs et d'autres paires en yens seront beaucoup plus intéressantes, notamment donc les NZD-yen et le dollar-yen, raison pour laquelle je shift tranquillement mon levier. Donc si je dois me faire péter sur l'euro-yen, c'est pas à 134, 135 que je rentrerai ici, mais probablement plus sur les NZD-yen ou le SD-yen. L'USD CNH, ça patine toujours, mais normalement, vu la reprise à Shanghai cette nuit, je m'attends à ce que ce marché se dirige assez brutalement dans les prochains jours vers une deuxième phase de baisse, c'est-à-dire ici ça baisse et je m'attends à une grosse consolidation de type ABC ici, donc ça semble prévaloir vers un flat ou un triangle sur les structures, mais je m'attends donc ici à une nouvelle extension baissière dans ce marché, donc pour venir chercher ces zones de target, les différents niveaux de support qu'on avait déjà précédemment identifiés. Mais donc normalement ici on devrait avoir un très large bénéfice des actions chinoises par rapport aux actions américaines. Je pense normalement un attrait des capitaux, donc à voir tout ça, mais normalement un dollar qui devrait perdre un petit peu au profit du CNH. Simplement, l'argent bouge. L'argent peut bouger entre les différents secteurs, l'action, l'obligataire, le machin, et peut bouger ensuite entre les différentes zones géographiques, c'est-à-dire on bouge l'actionnariat américain,
au profit de l'actionnariat chinois, donc ça fait bouger les taux de change, là, où on peut dire je préfère de l'obligataire chinois plus que de l'obligataire américain. Voilà. Donc c'est toujours pareil, il y a ça, il y a différents versants, il y a différents gobelets de liquidité, vases de liquidité, et il y a en plus différentes zones géographiques dans lesquelles vous pouvez les allouer. Voilà. Donc gold, silver, on attend, toujours pareil, gentiment, que les marchés veuillent bien casser les résistances. Donc vous voyez, c'est maintenu sous pression. Ça casse plus les supports, les acheteurs sont là, mais ça casse pas les résistances pour l'instant. Donc le marché comprime avant de réinstaller une tendance haussière. On a bien ici la structure V-bottom qui montre le changement de polarité probable. Donc je pense que, évidemment, sur ces marchés, ce qu'on peut espérer ici, c'est un maintien sous pression, des pièges éventuellement. Mais normalement, les acheteurs sont là et ne lâcheront pas ce marché. L'US Oil, tiens, on va en parler. Alors, l'US Oil, je reste toujours vendeur pour l'instant. Je m'attends à une reprise des oscillations baissières. Ce que je vous avais mis là, je pense qu'on est déjà en train de le faire, c'est-à-dire déjà fait la vague 1, déjà fait la vague 2. Je m'attends à ce qu'une prochaine vague soit plutôt tendancielle, c'est-à-dire qu'elle enfonce des supports, celui-là et probablement celui-là dans la foulée. Donc, je reste vendeur d'US Oil, ça m'intéresse et je pense qu'on va avoir une dégradation à venir sur ce marché. GBP USD, voilà. Hier, très très belle séance. Est-ce que le marché accélère? C'est une grande question. Est-ce que le marché a déjà fait sa vague 1 se prépare donc pour sa vague 2, 3, 4, 5. Attention, regardez la structure de prix. Ici, on est bien sur de l'ABC avant cette petite cassure de résistance. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on peut très bien faire des vagues de tendance qui ont des sous-structures de range. C'est-à-dire au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, on fait ABC. Et en fait, on fait que des ABC. C'est ce qu'on appelle des leading diagonales. Ça peut être le cas ici. Dans ce cas-là, faites assez attention. Puisque moi, ici, je vois bien effectivement une structure qui s'assimile plus à du range que de la tendance. Et ici, même chose. On est bien sur une vague haussière, mais qui ressemble, à s'y méprendre, à des structures plutôt de type range. Donc, il faut faire attention dans ces marchés-là, parce que ça, si vous ne prenez pas vos profits au bout d'un moment dans un range, vous risquez tout simplement de les voir s'envoler bêtement. Et voilà. Donc moi, je pense que je vais quand même faire un petit encaissement partiel sur la partie GBP-USD, tout simplement parce qu'on est dans des zones où, malheureusement, ça risque du pullback. Et normalement, on rentre dans la vague 1. Et je vous rappelle, normalement, on revient chercher les résistances de la vague 1. Donc là, vous voyez, la résistance en vague 1, elle était là, et la précédente était là. Ce qui veut dire que là, sans problème, en fait, GBP-USD, ça peut refaire ça. Vous voyez, et derrière, il y aura quand même encore une vague de hausse. Mais dans ce cas-là, moi, je préfère prendre un profit partiel là, racheter ici, et vous avez bien compris le principe. Pardon. Cependant, ça reste un marché pour moi haussier, c'est-à-dire que quand je parle d'encaissement ici, je parle d'encaisser du 25%, un truc comme ça, pas plus. Voilà, une gestion du risque au sein d'un trade qui reste de toute façon avec un volume acheteur. Et pour l'instant, le levier me semble être compliqué sur le GBP-USD, ce qui fait que je reste sur des trades spéculatifs. Quand ça baisse, je rachète dans le sens de ma tendance. Mais quand on arrive sous des résistances, j'oublie pas la phase d'encaissement. Même si là, ça accélère, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je ne vois pas de frein dans ce marché, si vous voulez. Donc là, il n'y a pas de souci pour moi à ce qu'on vienne ici et qu'on, par exemple, on se dise, allez, on va au moins casser celle-là de résistance pour essayer de venir atteindre cette zone de prix. Ça ne me surprendrait absolument pas qu'on monte là-haut sur le GBP-USD. Ce n'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Normalement, par contre, on doit viser des extensions des premières phases de hausse, c'est-à-dire ici, théoriquement, si on prend ce truc-là au creux de ça, normalement, dans une diagonale, on doit visiter des niveaux. Bon. Là, on voit que ces niveaux ont bien été tradés, le 78,6, le 88,6. Là, on continue, ça semble plutôt chercher une structure 100%. Je pense qu'on peut sans problème venir chercher un 127, c'est-à-dire un 32,70. Ça ne me surprendrait absolument pas. C'est-à-dire qu'arriver là, des petites prises de profit, comme j'ai fait, 25%. Dès qu'on arrive là, boum, je reprends 25% supplémentaire. Donc là, le GBP-USD, c'est le prochain moment où il y a quelque chose à faire. Sur la zone donc des 1,60. Alors plutôt que de faire ça, je vais mettre le schéma, c'est mieux, c'est plus visuel pour vous et pour moi également. Donc ici, c'est donc un TP1 qui sera à faire. Voilà. Enfin, TP2 du coup, voilà, mais ce sera une target de prise de bénéfice vers cette zone-là. On est bien ici sur des zones précédemment résistantes. Il y a tout ce qu'il faut, je pense, pour catalyser un intérêt. Je vois bien ici en plus la structure. Donc, vous voyez, ça forme bien un canal. On accumule. Je ne vois pas ce qui nous empêche, vous voyez, très rapidement là de hop,
poc, on vient chercher cette zone, et ensuite ça décolle, et ensuite ça dérouille. Donc ici, je gère mon risque parce que 100% Fibo, mais très rarement on fait de l'ABC 100%. On vient chercher normalement 127, et derrière, la prochaine phase de baisse, cette vague de hausse fera normalement 127% de celle qu'on va faire là. C'est-à-dire tac, 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 et on aura simplement fait une sous-vague 1, ce qui veut dire voilà, 5 vagues de hausse, derrière 2 vagues de baisse, puis 5 vagues de hausse. Hein, c'est-à-dire la tendance daily qu'on avait prévue va s'installer petit à petit. Vague 1, vague 2, 3, 4, 5 à venir derrière. Ok, hein, une vague assez longue, puisqu'on voit à l'échelle de temps daily, à l'échelle du GBP, hein, c'est effectivement cette vague 1 sera proportionnelle à celle qu'on avait connue à cette époque-là. Hein, voilà. Donc pour l'instant, pas d'urgence, voilà, mais je dirais le schéma pour moi semble parti plutôt sur un marché comme ça, qui nous fait donc une leading diagonale, ce qui nous invitera évidemment à ne pas hésiter à acheter derrière dans le pullback de vague 2. Donc pour l'instant on est dans une vague 1, c'est-à-dire qu'on ne prend pas trop de risques, mais on peut prendre des petits leviers dans le sens de la tendance, tout simplement parce que vu la connerie de cette phase de baisse, on peut très bien ici de la vague 5 faire une toute petite vague 2 et repartir toute balle haussière comme des imbéciles. On peut même faire une vague 2 dynamique, hein, c'est-à-dire ici on fait A, B, C et on repart à la hausse. C'est-à-dire qu'on peut très bien, je vous dis, ce marché peut ne pas consolider. Faudra tenir compte du risque possible de consolidation, donc prendre des profits partiels uniquement pour s'octroyer la possibilité de renforcer sur différents niveaux de support, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrêtera clairement ici. Ok ? Donc c'est bien important que vous compreniez ça. Hop, de nouveau, pardon. Allez, on continue. Qu'est-ce que... Ah oui, Apple. Donc, Apple. Il faut surveiller de près. Hein. Hier, ça s'est fait bien dézinguer. Amazon aussi. Donc, Apple, on est sur les supports de long terme. Alors là, il faut faire attention. Enfin, sur les supports moyen terme. Je rappelle que normalement, dans une structure haussière de bulle, on ne revient pas à chercher les supports. Ce qui fait qu'ici, c'est dangereux. Quand on est dans une bulle, qu'on a tenté un breakout qui s'échoue pile poil dessus et qu'on se redirige vers les supports, aïe, aïe, aïe. Je vous rappelle qu'on a retrouvé du volume. Ça fait partie des structures de crack. Hein. Je l'ai dit, normalement, un marché qui est mature à craquer, il a retrouvé sa phase de volatilité avant une dernière phase verticale. Et la phase verticale s'arrête quand le volume augmente et que les prix stagnent. C'est les règles que je vous ai données, encore une fois, pas inventées aujourd'hui. Si je ne suis pas le même genre de mec à vous bullshiter un truc différent tous les jours pour vous faire la météo de ce qui s'est déjà produit. Là, c'est bien des patterns que vous connaissez. La pattern de déclenchement du crack, c'est exactement ça. Donc pour moi, Apple, c'est prêt à cracher. Le problème, c'est que comment on fait si toutes les actions remontent? Ils vont forcément racheter. Et est-ce que le support a cédé? Non. Donc attention, pour l'instant, c'est trop précoce. Mais aujourd'hui peut être la séance qui fait tout vriller. On attend beaucoup de choses. On attend éventuellement un catalyseur sur Apple. Moi, je note en tout cas que ça fait depuis qu'on est sur cette zone-là, qu'on se positionne au-dessus de la moyenne 20 jours tous les jours. D'accord ? Tous les jours, on est au-dessus de la moyenne 20 jours. Tous les jours, le volume est en augmentation. Les prix ne montent plus. On a échoué sur un niveau de target sine wave, ce qui veut dire que ce n'est pas un niveau anodin. C'est un niveau qui avait été identifié comme technique. Pour le moment, le marché a du mal à franchir ce palier, soit dans l'attente d'un catalyseur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un catalyseur haussier qui permettra dans ce cas-là le franchissement, soit tout simplement il n'y a pas de catalyseur, il n'y a plus d'acheteurs, la bulle va s'effondrer. Ah, ça c'est clair, hein. C'est-à-dire que toute la phase d'exacerbation haussière qui s'est mise en place depuis la publication des résultats sera tout simplement annihilée purement et simplement. C'est-à-dire que les 2 dernières publications de résultats seront intégralement effacées et on cassera probablement le support qui va avec dans la foulée. C'est-à-dire que je pense qu'on ira sans problème sous ça et très probablement même sous celui-là. Donc Apple, il y a encore une fois de très gros gains à faire là-dessus. Maintenant, vu que ça va être volatile, il n'y a pas de nécessité de mettre un levier de dingo. Hein, mais je pense qu'en cas de cassure de ce support, moi, il ne faudra pas hésiter à renforcer. Je vous rappelle que cette action, je la vends depuis un bon moment. Donc, ce serait quand même con qu'au dernier moment, je décide de dire « Oh ben non, je ne la vends pas parce que... » Non, voilà, ça fait partie du scénario. Si ça tombe, je vends, point barre. Voilà. C'est ça le truc. Ce sera de même pour Amazon, d'accord, hein, je me fous du news flow Amazon et compagnie. Là, de toute façon, on est sur des prix où tout est extrêmement dangereux. Ici, on est donc pareil, pattern de TP. On a une pattern validée ici, mais ça manque de momentum. Mais par contre, on voit bien ici la tentative d'accélération, c'est-à-dire la sortie du canal, puis sa réintégration, et là, la cassure immédiate du support. Attention, ça peut n'être qu'une structure consolidante. Donc ici, il faut rester prudent sur Amazon. Mais tout comme sur Apple, si ça tombe, il n'y aura pas de contre-indication. Je vous l'ai dit, par contre, il faut un catalyseur. Pour moi, ce catalyseur,
tout donné, c'est la Chine. Mais est-ce que du coup ça va être ça? Parce que tout pointe du doigt là-dessus. Donc c'est souvent pas ça qui se produit. Maintenant c'est clair, là voilà, Amazon a tenté une accélération, le marché sanctionne. On va voir si le marché part dans l'autre sens, c'est-à-dire en gros après une fausse sortie haussière, sortie baissière du canal, et peut-être un pullback à venir derrière avec les dead cat bounce. Ça c'est pas impossible, hein. On peut très bien faire le dead cat bounce comme ça, c'est pas surprenant. Mais là, en tout cas, le canal de prix semble rejeté. Apple, ça stagne. Même chose ici, les volumes sont en conséquence. Faites très très attention quand on retrouve du volume dans des structures un peu permabulesques comme ça. Il faut faire très très attention. C'est généralement signe que le marché fait l'inverse de ce que vous voyez. Et quand d'un coup il se met à aller dans le bon sens, eh ben vous vous rendez compte de la stupidité que vous avez fait de suivre tout simplement les prix. Je vous le dis toujours, il y a des structures très pernicieuses dans le marché. C'est ça que vous apprenez avec l'expérience. Quand on est débutant, on essaie de comprendre, d'accord, les mécaniques de base. Quand on est professionnel, on apprend des patterns, des structures, tout simplement qu'on apprend avec l'expérience. Ça, je ne peux pas vous les apprendre, toutes mes structures. Je vous apprends les principales, celles qui vous permettent de bien structurer votre compréhension du marché. Et je vous dis, il faut faire très attention quand vous avez des marchés comme ça. Faites très attention à ce que vous voyez, parce que c'est très probablement l'inverse qui se produit en réalité. Mais pour voir ça, il faut regarder la structure prix-volume. Je vous ai dit, ça se déstructure déjà depuis le début de la fin de l'année dernière. Il y a une déstructuration nette de la structure de liquidité. Ça va un jour partir en vrille. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour que ça parte en vrille. Mais il manque le catalyseur qui déclenche. Il manque le truc pour faire la une des journaux, pour expliquer aux gens pourquoi ils se font ruiner. Hein, c'est vraiment ça, je pense, qui manque pour l'instant. General Electric, je reste à l'achat. Bon voilà. Donc faut attendre gentil de catalyseur. On regarde l'AUD-NZD. Ouf, ah ouais, bon, pas mal. Donc ça baisse pendant la nuit, ça revient une nouvelle fois à chercher ces maudits supports. Mais on ne les franchit pas. Hein. Je vous rappelle, moi ce qui m'importe, c'est qu'on ne franchisse pas deux supports de suite. Donc là, on a tenté de constituer un support, on l'enfonce, mais on le reprend immédiatement comme support sans avoir enfoncé le précédent. L'AUD-NZD me semble donc toujours mature, mais il passe toujours pas sa résistance. Donc on attend patiemment que le timing se mette en place. Donc peut-être cette nuit, peut-être jeudi, mais j'attends et j'espère voir ce décalage se former sur la UD NZD et donc revoir la formation de la tendance acheteuse pour passer en levier maximum pour, je pense, une phase de tendance qui devrait durer 1 à 2 mois sur cet actif-là avec de très gros gains en perspective. Et je vous rappelle, j'avais noté cette corrélation entre l'AUD-NZD haussier et des actifs actions haussiers. C'est-à-dire que si on a des actions haussières, généralement, ça tend à favoriser l'économie australienne par rapport à l'économie néo-zélandaise. J'ai remarqué ça, c'est con, hein, mais voilà, dans les phases de hausse indicielle, généralement, l'AUD-NZD bénéficie d'une corrélation positive. Donc on va voir, c'est à surveiller, mais je l'avais noté dernièrement, j'espère que ça sera de nouveau d'actualité dans les prochains jours. Donc toujours phase d'accumulation qui précédera, je l'espère, une tendance haussière. Pour l'instant, on voit bien la formation de ce canal qui nous donne très franchement de belles targets et comme on sera en vague étendue, d'accord, on cassera normalement sans grand problème le canal de cette tendance pour aller accélérer en cours de route. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Donc comme je suis malade, vous inquiétez pas si vous voyez que j'assure pas certains briefs pendant la semaine, ce sera simplement dû à l'acceptation ou non de ma gorge pour faire de tant que tel. Là je m'arrête pour boire toutes les 30 secondes, hein, à chaque fois que vous voyez que je mets une pause, c'est soit parce qu'on m'appelle, soit parce que je bois, parce que j'ai envie de tousser. Donc si ça s'aggrave, soyez certain que je prendrai soin de ma santé en premier, et dans ce cas-là je vous ferai pas de brief, mais je vous fais comme toujours un suivi, soit sur Twitter, enfin généralement je fais sur Twitter, et comme ça au moins vous avez les infos. Allez, je prends vos questions. Donc, moi j'en ai marre, j'ai investi la somme que je voulais sans mettre dans le rouge. Maintenant, je désinstalle toutes les applis liées au crypto. J'ai tout mis dans mon ledger, soit j'ai 0, soit je rallume. Ledger, quand TF1 dira que les cryptos c'est génial, merci à toi, j'ai pas investi en haut de la bulle. Je continue à regarder tes vidéos, mais je zappe la partie crypto car j'en ai marre de regarder tous ces graphiques sans intérêt. Bah écoute, bravo. Moi je te dis, ok, il n'y a aucun problème, je te suis à 100% là-dessus et je t'encourage évidemment à aller dans ce sens. Si ça te perturbe et que tu as fait ton buy and hold, qu'est-ce que je vous dis depuis des mois? Buy and hold, il faut avoir la psychologie qui va avec. Si ce que je te dis, ce que tu vois, si tes graphiques te perturbent, c'est que c'est normal que ta psychologie soit mise à rude épreuve en tant que débutant, mais si effectivement tu es mis à rude épreuve, bah effectivement, mets les barrières qui sont nécessaires pour ne pas être dans ces situations de stress. Arrête de regarder tes graphiques, c'est clair.
Ah, ok, ouais. J'ai oublié, enfin, j'ai merdé la semaine dernière pour les émissions en français, en anglais. Alors, personne veut acheter de l'Ethereum au-dessus de 150 dollars. Et le CEO de BitMEX et son équipe ont rendu un rapport de recherche il y a 2 semaines. Ils ont donc conclu que l'Ethereum sera un coin à 2 chiffres. Et ben, soit. Moi, je m'en fous de ce que pensent les gens. Je trade ce que je vois et le reste, je m'en branle. Je vois des structures acheteuses, j'achète, point barre. Alors, ça va redescendre si on suit les vagues Elliott jusqu'à 120-130 dollars. Possible. C'est possible, il n'y a aucun problème. On peut aller plus bas, mais pour moi, les structures de crash, enfin les structures correctives de l'Ethereum sont pour moi terminées. Et ce marché m'intéresse énormément de par sa structure qui n'a pas été des plus folles comme les autres stupid coins qu'on a vues. Donc, il y a une bonne structure de prix. Il y a une technologie très intéressante. Il y a comme on le disait dans le Trading Point hier, pour moi, il y a une acceptation massive dans la tête des gens, c'est-à-dire dans le consensus aujourd'hui. On vous parle de Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas. Enfin, aujourd'hui, tout le monde connaît le Bitcoin, je pense. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Ethereum, mais beaucoup plus de gens ont entendu parler de l'Ethereum que du Cardano, par exemple, ou que du Stellar. Donc en fait, c'est vraiment important, et j'ai toujours dit, dans un stockage de valeur, il y a 2 choses qui sont importantes. La technicité, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit ultra volatile, il faut qu'on s'installe dans des ranges, c'est pour ça que je ne pense pas qu'on ira to the moon sur le prochain cycle haussier des cryptos, mais qu'on ira juste chercher le haut de range, éventuellement le développer un peu plus haut, et c'est tout. Et ensuite, on aura donc trouvé des oscillations comme toutes les devises, et dans ce cas-là, elles seront considérées et utilisées comme de réelles devises, nos cryptos. Mais c'est surtout qu'il faut qu'il y ait une acceptation du grand public. Il faut que le nom dise quelque chose. Bitcoin, Ethereum, voilà. Je pense que c'est les grands candidats. Ils ont cet avantage-là d'être, entre guillemets, beaucoup plus connus que les autres. Voilà. Alors, petite question, vous utilisez Segwit ou Legacy? Moi, je suis sur du Segwit, si je ne m'abuse. Alors, le Stellar, non. Voilà, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Mais alors on peut, bon allez, si on va regarder X. C'est vrai que vous me le demandez depuis un bon moment, je vais quand même arrêter de faire mon vilain méchant. Alors non, ça pour moi c'est tout sauf une traversée du désert. Si tu assimiles ça à une traversée du désert, moi j'assimile ça à je ne sais pas ce que c'est que ce truc et ça m'intéresse pas. Tout ce que je vois c'est que depuis que ça a été ouvert, ça ne fait que baisser. Non, moi je suis désolé, j'achète pas ça. Ça, c'est pas du tout une traversée du désert. Traversée du désert, c'est ce que fait Bitcoin. C'est-à-dire, tu as un peu de volatilité, mais le reste du temps, il ne se passe rien. Là, regarde tes bougies, c'est une horreur le truc. C'est pas possible. C'est pas une traversée du désert. Voilà. Et une traversée du désert, tu dois voir le volume baisser, c'est-à-dire s'installer durablement sous la moyenne 20 jours, comme tu as là. Voilà, ça, c'est un candidat à traverser du désert, mais trop volatile. Donc non, pour moi, Stellar, pas compatible avec des achats. Voilà, effectivement, Patrick l'a dit. Alors, l'espoir n'a rien à faire ici. On s'en fout. Je vous rappelle que là, c'est votre psychologie, elle va être mise à rude épreuve. Ça peut très bien rester ici, baisser, on s'en fout. Le truc, c'est si vous avez acheté, vous avez payé un prix intéressant pour du long terme. Maintenant, soit vous avez eu tort, soit vous avez eu raison, mais il faut laisser au marché le temps d'exprimer la réponse à cette question. Si vous sortez avant de lui avoir laissé ce temps-là, vous prenez une mauvaise décision. Donc là, maintenant, à part attendre, il n'y a plus rien à faire. Pour respéculer, pour moi, c'est pas possible. Je vous ai dit, si on revient chercher, qu'on recasse les résistances à 225, qu'on se redirige vers 300, je reprendrai des phases spéculatives à la hausse cette fois. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre les cryptos en spéculatif, je vais les acheter. Mais pour la partie buy and hold, c'est fait, c'est dans le côté, c'est sur le ledger, je touche plus. Alors, peux-tu me dire de quel moment tu montes ton stop loss en break-even? J'ai tendance à le faire assez rapidement. Oui, mais c'est normal. Ça, c'est tout simplement un biais de marché classique qui est que dès que ça gagne, tu veux très rapidement sécuriser tes gains. Tu remontes ton stop beaucoup trop vite, beaucoup trop proche des prix. Le marché revient te le chasser et tu es là, tu fais « Oh merde, fais chier. » Voilà. Donc non, il ne faut pas, encore une fois, sécuriser ses gains, c'est bien, mais il faut le faire dans le cadre d'une stratégie, d'un scénario anticipé, d'une gestion du risque. Si tu n'as pas de take profit sur sine wave au moins ou un truc comme ça, c'est quoi l'intérêt de remonter un stop? Je vois pas. Voilà, le stop doit rester toujours suffisamment loin pour que le marché n'aille pas le chercher. Le remonter parce que tu considères ça comme une jauge de risque, c'est l'erreur que font la plupart des gens. Non, non, le stop, c'est déclenché quand ça se passe très mal et qu'on sort du cadre complet de ton scénario. Un pullback, ça peut très bien se produire alors que ton scénario est toujours valide. Je suis désolé, c'est vrai que je suis un peu grossier parfois. Alors, UKX, là je connais même pas, donc c'est hors de question que je trade un truc que je connais pas.
Euh, Savoir si tu couvres le risque de change quand tu traites les devises différentes de celles de ton compte. Non. Peux-tu nous expliquer comment tu vois qu'on rentre dans un range sur le TH et qu'il ne s'agit pas d'une simple vague de correction? Une vague de correction, ça prend la... Voilà, en fait, dans un range, c'est souvent l'expression de vague de correction. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des vagues euh, moins tendancielles, donc des vagues de fin de tendance. Tu as vu, généralement, en fin de tendance, tu vas avoir des ending diagonales, c'est-à-dire des structures de tendance, mais qui prennent la forme de range. Et derrière, tu peux avoir des leading diagonales. C'est-à-dire que c'est ça, les ranges à plat, en général, c'est des ending diagonales, puis des leading diagonales, et ça se renverse. Voilà. Donc il faut faire très attention à ces trucs-là. Elliott, encore une fois, n'est pas une fin en soi, c'est un cadre technique qui doit simplement être là pour supprimer 80 à 90% des prix. C'est la seule chose à laquelle sert le cadre technique. Pas d'avoir raison, pas de connaître la structure de prix parfaite, on s'en branle tout ça. Erreur de date. Ah, j'espère que j'ai remodifié tout ça. Oui, c'est bon, ça a été modifié. Alors, j'ai une question concernant les indicateurs. J'utilise les deux versions de sine wave et de momentum. Donc les versions bêta et non bêta pour les signaux. Penses-tu que cela est une mauvaise idée? Oui, j'ai déjà répondu. Il faut en utiliser qu'un seul des deux. Les deux, c'est pas bon. Tout simplement, même parce que ça multiplie la quantité des signaux. Je vous rappelle que ce sont des outils chirurgicaux, c'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez la simple différence qui peut se produire, par exemple, entre un BTC USD Bitfinex et un CFD, je sais pas, BitMEX, pardon, et la cotation BitMEX ou Bitstamp. Les bougies sont simplement légèrement différentes, les signaux peuvent être complètement différents. C'est vraiment des outils chirurgicaux et ils doivent être là pour vous aider, pas pour vous embrouiller. Donc le problème, c'est que par moment, ça va vous aider de mettre les deux indicateurs, de mettre bêta et pas bêta. Par moment, ça va vous embrouiller. Et malheureusement, quand ça vous embrouille, moi j'ai plutôt tendance à dire, on ne fait pas. Quand vous êtes embrouillé, touchez pas, c'est le plus facile. Je ne suis pas contre, mais je trouve que le principe est à la fois bon et pas bon, et quand ça n'apporte rien, en fait, quand c'est pas plus bon que le moins bon que ça va apporter, je vois pas l'intérêt, en fait, de rajouter des couches. Voilà. Sachant que quand tu mais juste bêta, ça fonctionne très bien en termes de lecture de la stratégie, donc je vois pas l'intérêt d'y rajouter le sine wave classique. Et alors, il s'impatiente, t'inquiète, en novembre ce sera plus cool. Oui, bon, je m'impatiente pas, c'est juste que on s'est fait chier tout l'été et j'attends quand même au bout d'un moment que les swings se déclenchent pour que je puisse faire un peu de pognon. Parce que là, franchement, ça fait des mois, soit que je me fais racler le compte petit à petit sur les petites pertes spéculatives, soit que je fais rien. C'est-à-dire que le compte, en fait, je prends des petits gains, je prends des petites pertes, ça fait 2 mois qu'il bouge pas, quoi. Et j'attends que les scénarios swing se déclenchent pour donner des gros gains. Mais la phase que j'attends pour la fin de l'année. Normalement, à la fin de l'année, le volume revient, je refais des gros gains, je clôture mon année boursière, et je prends mes gains, et je recommence l'année suivante, 50K et compagnie. Voilà. Là, j'attends désespérément que ce swing se déclenche pour que je puisse prendre mes gains de fin d'année, parce que si ça se swing se déclenche pas, je ne vais pas faire une bonne année, quoi. Le début d'année a été faramineux, j'en ai rendu une bonne partie, j'en ai rendu une partie cet été. Et là, j'ai besoin donc du rebond de fin d'année pour faire une année, pour finir cette année exceptionnellement avec une année record. Si je le fais pas, je vais juste être dans une année normale. Voilà. C'est-à-dire que j'aurais fait tous les gains au début de l'année et puis rien en fin d'année et la petite correction de l'été habituelle voilà. Mais dans ce cas-là, je serais dans un schéma d'année moyenne. Je serais dans la moyenne des années passées. Alors que l'année a tellement bien commencé que j'ai envie qu'elle finisse sur un record historique de gains. Alors, j'ai l'air tendu, peut-être. C'est parce qu'il m'arrive 2-3 couilles à côté. Hein, voilà, il y a des phases où dans ta life, il t'arrive des merdes. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas des grosses merdes, je vous rassure, tout va bien. Je gère mon risque dans ma vie comme je gère dans le marché, toujours. Hein, donc il n'y a pas panique à bord du tout. Mais c'est juste qu'effectivement, entre le hack du site, la fatigue des vacances, j'ai dû gérer mon petit la semaine passée. Voilà, en fait, il y a tout qui m'est un peu tombé sur la tête. Le petit était malade, il m'a filé sa crève. Fallait que je gère les problèmes de sa mère. Enfin voilà, bon, c'était il y avait la semaine dernière n'a pas été des plus simples, voilà. Donc c'est possible que vous ayez perçu ça, ça me surprendrait pas, mais voilà. Alors, je trouve le fond intéressant, par contre la forme rend la tâche d'évaluation des risques compliquée. Je ne suis pas la chaîne d'habitude et je ne sais pas si d'habitude vous déployez cette explosion émotionnelle. Je vois pas ce que tu appelles explosion émotionnelle.
Oui, après, quoi qu'il en soit, il faut que vous preniez vos informations à plusieurs endroits, hein. Ça, c'est clair, clair et net. Mais l'explosion émotionnelle, non. Alors, franchement, je ne suis pas normalement dans l'explosion émotionnelle. Euh, alors après, comme je vous dis, je parle très cru, c'est-à-dire, enfin très cru, je vous parle sans détour. Ce qui fait que je vous fais pas de blabla, je vous mets pas la forme. J'y vais comme si on était tous assis au bord d'une table à un café en train de parler trading. Voilà, je ne fais pas de filtrage, je m'en fous d'utiliser un vocabulaire digne de ce nom. Je vous parle comme si je vous parlais si vous étiez en face de moi. Voilà, hein. J'ai une question qui me tourne dans la tête. C'est quel impact la future récession? Je n'en sais rien. Voilà, je ne sais pas. Alors, perso, je vois pas une queue de vente sur ETH. Je le vois marquer un prix à 2 chiffres. C'est possible. Voilà, c'est possible. Je ne sais pas. Soyez patient, ne soyez pas leveragé si vous avez pris ces marchés, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, le reste, c'est dans les mains du marché. Moi, j'ai mis mon chat dans la boîte de Schrödinger, je ne l'ouvre pas tant que soit on n'est pas retourné en cassure haussière des 300 $. Déjà, en premier temps, il faut déjà y aller à 300 $. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas. Et puis, une fois qu'on y sera éventuellement, il faudra le casser par le nord, sortir des canaux baissiers. Et là, je pourrais vous donner déjà des premières targets de retracement et autre chose du genre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à demain ou après-demain en fonction de ma gorge. Bye bye.